Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle rubrique que je vais appeler De mon côté de l'écran, où le but ça sera montrer un petit peu une partie des coulisses de ma façon de procéder, de certaines choses, de certaines expériences que j'ai tentées, pas toutes évidemment, mais des choses qui seraient assez intéressantes et aussi assez utiles. Donc là je vais travailler aujourd'hui sur... je vais même pas dire que je vais travailler sur quelque chose, en fait c'est pour vous expliquer comment j'ai adapté le système de jeux vidéo de Morrowind et je l'ai adapté pour le JDR. Alors pour ceux qui ne le savent pas, sans doute vous n'êtes pas au courant que l'intention de Morrowind c'était vraiment de reproduire une expérience jeu de rôle en jeu vidéo. Évidemment c'était assez compliqué et voire même frustrant. Quand tu touches la hitbox d'une personne avec ton attaque et que tu te rends compte que c'est vraiment un jet de dés qui va être lancé, évidemment c'est très vecteur de frustration, on n'y peut rien. Mais en tout cas cette expérience là, est-ce qu'elle est complètement à jeter? La réponse est non, on peut très bien en faire quelque chose et j'ai l'intention de vous montrer. Donc quels seraient les outils pour pouvoir permettre de faire ça? Alors je vous donne pas une version finale, je vous donne pas une définitive vision, j'ai même pas de document en fait à vous donner. La seule chose que vous devez voir, c'est un petit peu ce que je vous montre et aussi ce que je vais raconter en un court espace de temps. Je vais quand même faire en sorte que la vidéo soit longue et assez explicative pour que vous arriviez plus ou moins au niveau d'avancement que j'avais. Je vais beaucoup parler, donc là, il faut refaire les niveaux. Et on va commencer sans attendre. Voilà, donc ce site-là, je vous ai déjà donné le lien. C'est le wiki de The Elder Scrolls en anglais. Un wiki qui est complet. Évidemment, le wiki, il est en anglais. Parce que quand c'est anglophone, la plupart du temps, c'est plus construit, plus dense, plus efficace. Et il nous faut là le grand maximum d'informations pour ça. Il y aura presque rien à toucher, seulement certains éléments. Et on va voir ces éléments point par point. De l'autre côté, je vais vous montrer ça sur la fiche Excel. J'ai fait une fiche Excel pour pouvoir interpréter les personnages, les modificateurs. Après, il y a des informations qui seraient manquantes parce que je traitais ça souvent sous le coude, mais assez rapidement, heureusement. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bien, donc là, c'est une interface. Les seuls trucs qui sont déjà précalculés, c'est ça. Ensuite, il y a ça aussi. Mais sinon, le reste... il n'y a pas de problème. Bon, on va commencer par la règle la plus efficace, c'est-à-dire comment on traite le système de résolution. Donc, alors, le système de résolution. Eh bien, en fait, le système de résolution, c'est ceci. Ça s'appelle un des 10 aux dizaines et un des 10 aux unités. Tout en sachant que les deux zéros indiquent 100, donc les deux zéros sur chaque dé. Donc ça va être assez facile à gérer. Pour ceux qui connaissent, vous savez que Morrowind c'est, vous avez telle compétence, c'est-à-dire vous avez 45 en lame, vous devez jeter un jet, et oh là là, j'ai fait un joli set, et du coup ce qui se passe c'est que vous réussissez à toucher avec succès. Et le type de résolution, ça s'appelle la résolution en deux temps. Je parle beaucoup dans les vidéos, pourtant c'est un truc qui est très basique. C'est personnage A agit, il fait son jet, personnage B réagit, il fait son jet. Ce qui sera important au final, c'est finalement la personne qui réagit pour savoir comment conclure la chose. Et la résolution se fait en un temps quand il s'agit d'une péripétie ou un élément qui n'est pas vivant à proprement parler. Voilà, c'est très facile à gérer. Ensuite, le système de résolution et aussi d'action, il sera aussi simple que ça, c'est-à-dire que vous opposez, dans la vaste majorité des cas, la compétence que vous avez à une caractéristique spécifique en fonction de la réaction adverse. Par exemple, vous avez un talent en lame longue, vous allez travailler la lame longue, vous allez lancer un dé, conformément, on va garder par exemple le 7, ça veut dire que la personne elle a fait une réussite, et l'autre personne si elle veut esquiver, elle va devoir utiliser non pas sa compétence, mais sa caractéristique qui est la caractéristique de rapidité. Si elle voulait encaisser, c'est l'endurance. Mais ça, quitte à expliquer ça,
par exemple, quand quelqu'un décide d'encaisser, c'est-à-dire qu'elle va utiliser la valeur d'armure plus sa compétence d'endurance, enfin sa caractéristique d'endurance, faut pas faire de lapsus, la caractéristique d'endurance, et elle met sa totalité en valeur d'armure. Par contre, si elle échoue, c'est la moitié de la valeur d'endurance qui s'ajoute à la valeur d'armure. C'est fait de cette façon parce que justement le caractère défensif a toujours été sous-estimé, voire même combiné à l'esquive dans la vaste majorité des JDR et des jeux vidéo. Pour la plupart du temps, surtout les jeux vidéo qui font des RPG, vraiment avec une intention de retranscrire une expérience de jeu de rôle d'une franchise connue. Les action RPG ne tombent pas dans cet écueil. Donc maintenant, je vous ai expliqué les bases. Donc de quoi va être constitué votre personnage. Il n'y aura pas tout sur la fiche, mais je vais vous donner les informations quand même. Donc vous avez le joueur ici. Je sais pas si... Ah oui, quand même. Ah, il y a l'écran là. Allez. L'écran a changé de... C'est vrai que j'ai changé de format entre temps. Voilà. Voilà. Donc, alors, vous avez de ce côté-là, vous avez les joueurs, le nom, le prénom, la classe. On va parler de la classe plus tard, on va parler de la race plus tard, le signe astrologique. Vous avez la santé et il y a un calcul, voilà, on t'explique que c'est ta force totale et ton endurance totale divisé par 2, ça indique tes points de santé. Alors quand vous arrivez à 0, vous ne mourrez pas, mais par contre si jamais vous arrivez à votre équivalent en santé en dessous, enfin l'équivalent négatif, vous mourrez. Ensuite il y a la magie et il y a la vigueur. La vigueur a un très très grand nombre parce que c'est égal à pas mal de choses, mais dans la vaste majorité des cas, quand une action est ratée, et croyez-moi, ou bien qu'elle n'arrive pas à son terme, du côté de la personne qui émet, c'est-à-dire la personne qui agit, si elle échoue ses jets ou elle échoue aux échecs critiques, l'équivalent de son des dégâts de base de son arme ou les dégâts moyens de son arme plus la moitié des caractéristiques associées vont se soustraire à la vigueur. C'est pour ça que j'ai mis cette partie là ici où en fait vous pouvez faire des modificateurs, vous gérez ça. En fait je dis vous pouvez, mais en vrai je vais pas vous donner l'accès au truc vu que je sais pas comment faire. Bien, maintenant qu'on a fait ça, vous avez le poids où c'est la force multipliée par 5, c'est indiqué, et vous avez la gestion de l'encombrement. Alors, de vous à moi, c'est très gadget l'encombrement, parce que de toute façon, tu peux essayer de reproduire le poids des objets, mais c'est souvent quelque chose qui est assez chiant. Après, il faut souvent des fois utiliser, il faut mieux utiliser des scores et des unités qui vous sont propres plutôt que d'utiliser des valeurs comme le poids. Mais si vous savez à peu près comment faire, ou bien encore vous utilisez la database de Morrowind pour les objets, une bonne partie des objets, ben à ce moment-là, vous pouvez très bien vous en servir. Il n'y a pas de problème. Donc ensuite, il y a la notion de réputation. Donc normalement, il y a réputation et infamie, mais j'ai décidé de fédérer le truc en mettant un système de réputation globale. C'est-à-dire que vous avez un score maximum, et ensuite, elle est répartie et du coup elle aura du mal à évoluer. C'est-à-dire que si vous avancez dans la réputation, si vous avez des réputations de base, vous aurez du mal à enlever un point par exemple dans le négatif pour le passer dans le neutre, et c'est encore plus difficile de passer du négatif au positif. Donc vous voyez, c'est un effet qui coulisse. Au plus bas c'est négatif, au milieu c'est neutre et au-dessus c'est positif. Évidemment, en fonction de votre réputation et aussi de votre personnalité et de votre façon d'agir, ça va interagir, tout ça à la discrétion évidemment du maître de jeu. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le système d'avancée à la progression. Donc c'est un petit peu comme dans les The Elder Scrolls, sauf que les The Elder Scrolls, si quelqu'un joue de façon honnête, alors c'est un gros problème dans les The Elder Scrolls, c'est-à-dire que
il y a des notions de prison, de réduction de compétences quand tu passes en prison. Et c'était utile parce qu'en fait, pour monter à une certaine valeur de niveau, il fallait que tu montes dans tes compétences primaires et secondaires. Et dans le cas de Oblivion, dans tes seulement primaires. Et donc du coup, puisqu'il y a primaire et divers pour Oblivion. Et ce qui se passait, c'est que ton personnage avait un plafond. Plus un personnage était fort dès le départ, plus son niveau maximum était compromis. Et c'était une aberration. Morrowind avait un système de compétences principales, compétences secondaires et compétences diverses, c'est-à-dire que vous n'avez pas... c'est vraiment tertiaire en gros. Le petit problème avec ça, c'est que il y avait en sorte que les points principaux te donnaient 2 points et les points secondaires te donnaient 1 point à la progression. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que normalement c'était sur 10 dans le jeu vidéo, mais on n'est pas dans un jeu vidéo. Il faut s'adapter. Il faut que quand un personnage devienne héroïque, quand un personnage apprend, il doit méditer sur ce qu'il a appris, s'il faut utiliser les termes du Elder Scrolls, ben ça devient en fait assez compliqué de devoir retranscrire vraiment un parcours. Et quel est le meilleur moyen de montrer un parcours que de mettre une valeur qui est efficace, voire même à peu près plus du double. Ah bah, du coup, je me suis mis sur 25 et je pense que c'est une très très bonne chose. Et il y a aussi une base à comprendre. C'est que j'ai changé les points accordés. Les compétences diverses ne donnaient rien dans Morrowind. Donc j'ai un petit peu rehaussé chaque truc. Ce qui fait que les compétences primaires vous donnent 3 points. Quand vous montez de 1 point dans une compétence primaire, vous donnez 3 points à votre avancée. Si c'est une compétence secondaire, c'est 2 points. Et une compétence diverse, c'est 1 point. Comme ça, la volonté de vouloir parcourir certaines choses est très importante. Et surtout, ça n'est pas vu sur cette... puisque c'était très tardif, donc j'ai pas eu le temps de le mettre sur ma fiche. Mais il y avait aussi le système d'atouts de Skyrim que j'avais intégré. Et c'était plus un système de dons ou de feats qui était assez utile. C'est-à-dire que même la cuisine, normalement, c'était une espèce de compétence. Mais c'est une compétence d'atout qui faisait que, par exemple, quand quelqu'un cuisinait, il cuisinait pas quelque chose de si utile que ça. On n'est pas dans du jeu vidéo où normalement la nourriture, mais il va te donner un bonus de santé, de vigueur ou de compétences tout de suite. Par contre, l'alchimie, des objets alchimiques, oui. Mais par contre, à un moment, vous pourriez débloquer un atout qui est rattaché justement à la cuisine et à faire des plats culturels qui, eux, auront des effets. Ça, c'est comment ça je gérais ça. Sauf que c'est tellement une zone que je n'aurais pas tellement exploré que je vous laisse explorer ça à votre façon. Maintenant que j'ai expliqué tout ce qu'il y avait sur cette fiche, on va repasser sur la fiche du net et on va continuer. Donc, alors, vous avez ça et on va traiter les caractéristiques. Donc, vous avez la force, l'intelligence, la volonté, l'agilité, la vitesse, l'endurance, la personnalité et la chance. Alors, mis à part la chance, toutes les caractéristiques sont associées à des compétences. Et à ce moment-là, quand vous aurez ce qu'on appelle des compétences d'atout, c'est-à-dire des compétences qui sont utilisées avec qui sont obtenables uniquement avec les points d'atout, ça sera à vous, en toute logique, d'utiliser la compétence associée, évidemment. Donc, je n'ai rien à dire sur le traitement des caractéristiques sauf la chance. Du coup, la chance, ça voudrait dire quoi dans mon interprétation du jeu de rôle? Alors, la chance, c'est quelque chose qui est très utile puisqu'elle permet de déterminer la force du destin du personnage. C'est-à-dire que normalement, on te dit la force n'influence rien du tout, mais par contre, elle est efficace sur pas mal d'autres valeurs de manière un peu aléatoire. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez nébuleux en fait, la chance. La chance dans ce jeu, dans mon interprétation, ça sert à pouvoir gérer la table des rencontres, que les joueurs puissent gérer une menace, c'est-à-dire que par exemple, vous voyagez et en fait vous avez fait un jet sur votre table des rencontres, vous le faites comme vous voulez. Ça,
C'était une partie grise, je le traitais à chaque fois de façon différente, vous vous démerdez. Et du coup, les adversaires sont tombés sur, enfin vos joueurs sont tombés sur des adversaires puissants, et puis en fait vous vous rendez compte que il y a eu, si vous jouez à l'époque de Skyrim, vous voyez que vous êtes tombé, je sais pas moi, sur euh, un géant qui est particulièrement agressif, parce que justement il s'est fait attaquer probablement par un humanoïde non loin, et il vous a vu et il est avec 3 mammouths. Mais ce que peut faire un des joueurs, c'est qu'il peut dire je veux utiliser ma caractéristique de chance pour essayer de changer ça. Donc la caractéristique de chance est la même pour chaque race au tout début, c'est-à-dire qu'il faut commencer à 40. Il ne peut pas y avoir de malus sur les jets de chance. Non. Mais le MJ n'a pas le droit d'imposer de malus là-dessus. Et donc du coup, là j'ai lancé, j'ai encore fait un très bon jet, j'ai fait un 9. Du coup, mon personnage, il a réussi. Et donc du coup, tu peux dire, au lieu qu'il était, entouré de mammouths, comme les géants de Skyrim, tu peux dire qu'il n'y avait pas de mammouth avec lui, que c'était un géant solitaire. Et à ce moment-là, ça change la nature de la chose. Il peut y avoir des situations où tu peux interdire l'utilisation de jets de chance. À savoir que pour plus de stabilité, il vaut mieux que par scène, je dis bien par scène, qu'une seule personne a le droit de lancer son jet de chance. Et que si jamais il y a des scènes qui viennent, le MJ, en fonction du nombre de jets de chance qui ont été lancés, il peut interdire des jets de chance conformément au nombre de jets de chance qui ont déjà été lancés. C'est-à-dire que si vous étiez à 4 et que vous avez vous, tous les 4 pendant un certain nombre de scènes lors de votre session fait un jet de chance, le MJ peut très bien dire ah, pour telle scène, je vous autorise pas à lancer un jet de chance. Aussi, ça permet aussi de pouvoir résister aux effets de force qui sont beaucoup trop grandes pour vous, et que du coup vous pouvez même décider de est-ce que vous décidez d'y mettre une opposition ou pas, dépendant de ce que vos joueurs veulent faire. Prenons un exemple, votre personnage est quelqu'un qui est assez, il n'y a pas d'alignement, hein. C'est la réputation vous dit à peu près comment les gens vous perçoivent, mais finalement votre destin vous appartient et ceux des PNJ aussi. Et puis en fait vous voyez que votre personnage il est quelqu'un qui est comment dire ça, il est quelqu'un qui est normalement, qui est un prêtre de Méridia, on va inventer des trucs, c'est un prêtre de Méridia, donc la princesse d'Hydra, la déesse non ancienne, on va dire la déesse de la lumière, de l'ordre et aussi la pourfendeuse de morts vivants. Mais le truc c'est que vous êtes rentré dans un sanctuaire et vous vous êtes assis dans un temple d'Arché en attendant les autres, puisque les autres sont allés vérifier des trucs dans les mausolées et que vous aviez envie de prier ou de rester un peu en retrait, pas nécessairement prier. Ben, par exemple, peut-être que l'influence d'Arché est beaucoup plus forte sur cet endroit, donc le dieu ancien de la mort et du cycle de renaissance, tout ça. Et du coup, à ce moment-là, on vous dit que le MJ vous décrit que tu sens l'influence d'Arché. Si tu vénérais Méridia, tu peux très bien dire bon bah je laisse passer cette influence d'Arché, parce que les deux ont comme point commun de chasser tous les deux les morts vivants. Après, il faudra suivre les conséquences de l'influence d'un Hydra, une divinité ancienne, et une divinité d'Hydra, une divinité non ancienne. Et on sait que les Hydra et les Hydra, ils sont pas nécessairement fermement opposés. Mais la plupart du temps, on voit que par exemple Talos, qui est un symbole de justice, il va s'opposer à Mérune Dagon ou à Molag Bal. Vous avez Zenitar. Zenitar, lui, ça sera plus quelqu'un qui va, dans une certaine équité, il va s'opposer au vil Clavicus. Je parle de termes qui sont proprement de The Elder Scrolls. N'hésitez pas à faire des pauses, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que c'est tout ce qui touche le destin, l'âme et aussi les rencontres du personnage. Ça permet aussi aux joueurs d'avoir un petit peu plus d'impact sur l'aventure qu'il a. Par exemple,
une scène, oui, une scène peut révéler qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que c'est vraiment une petite péripétie, petit voyage, et que finalement vous pouvez l'enjoliver en faisant un jet de chance. Et peut-être même permettre au MJ de rebondir. C'est vraiment une passerelle qui est très efficace pour pouvoir raconter quelque chose de fort. C'est comme ça que j'ai utilisé la caractéristique de chance. Bien, maintenant que vous savez ça, on va passer à la partie qui est intéressante. C'est que vous voyez, il y a les caractéristiques, ça vous dit qu'est-ce que ça fait. Voilà, vous avez le... Alors, on te dit l'engagement, c'est la charge et la vitesse de déplacement. Honnêtement, moi, je vois la chose comme ça. On est dans un, on n'est pas dans un jeu vidéo, on est dans un jeu de rôle. L'encombrement, c'est l'encombrement. C'est-à-dire que tant que la personne n'est pas à son seuil maximum, elle ne souffre pas de malus. Par contre, étant donné que l'échelle des dizaines ou des tranches de 5 ou de 25 sont importantes, vous pouvez très bien utiliser des tranches de 25. Par exemple, vous dites que vous dépassé de votre seuil de poids de 25, ça veut dire que, en fait, de 15 points ou de 5 points, ça dépend de comment vous faites ça, vous pouvez dire, bon, ben, mon personnage, il a un excédent, il a un excédent il a un excédent de 5 points ou de 15 points, ben, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit mettre un malus de 25 à toutes vos actions puisque vous êtes encombré, ou à l'inverse, vous pouvez, enfin pas à l'inverse, mais en traitant différemment, vous mettez sous forme de malus la différence entre l'excédent de poids et l'action ou les actions que vous voulez faire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à gérer, mais il fallait traiter ça. Voilà. Pour les autres parties, bon, on va passer, hein, c'est pas important ça. Bien, maintenant qu'on a fini cette partie-là, on va la mettre derrière, voilà, et on va s'occuper déjà des races. Alors, les races, c'est certainement un des trucs que vraiment tu n'as pas besoin de toucher. C'est tellement bon dans ce que c'est que finalement ça serait du gâchis que de venir y toucher. Les caractéristiques les plus nazes, c'est 30. Les caractéristiques les plus hautes, c'est 50. Et le entre deux, c'est 40. Voilà. Tout en sachant que quand vous choisissez une classe, vous avez deux caractéristiques associées et vous avez plus 5 points. Ce qui fait que en jet de réaction ou en jet de péripétie, ben, ce qui va se passer, c'est que vous avez quand même des valeurs assez hautes et assez intéressantes. Ce qui fait que, de manière civile, non martialement parlant, ou bien en période où il n'y a pas de conflit, c'est plutôt pas mal. Vous voulez pousser un rocher et vous êtes un nordique, 50% de chance, ou même 55 si vous avez décidé de prendre un barbare, ce n'est pas très cher payé. Alors pour les compétences, il peut y avoir certains soucis aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec les points qui ont été distribués. Alors je pense que je n'ai aucune doléance pour une bonne partie des races, mais certaines autres, j'ai trouvé ça très bizarre. Par exemple, à l'époque, dans Morrowind, justement, on te montrait souvent des illustrations avec des elfes noirs en lame longue. Et du coup, le fait qu'il soit plus 10 en lame courte, ça m'a gêné. Mais en même temps, quand tu regardes un petit peu, comment dire ça, quand tu vois un petit peu comment ça se passe par rapport aux lames courtes et de la symbolique des elfes noirs, tu peux très bien le laisser. Mais par exemple, au lieu de mettre le bonus de précision, bah, tu enlèves le bonus de précision et tu mets plus 5 points à lame longue, et voilà. Mais le mieux, vraiment si je vous le conseille avec beaucoup de recul, c'est de ne pas modifier, de laisser les choses telles quelles. Chaque compétence a vraiment un atout. Vous avez les trucs qui sont donnés. Alors vous voyez des personnages vraiment tournés vers la magie. C'est de couleur fuchsia. Couleur bleue, c'est tout ce qui est combat. Et l'autre, c'est tout ce qui est furtivité slash spécialiste, compétence. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a rien à dire. Il y a à boire, il y a à manger. Chaque race, même d'un genre à l'autre, il y en a qui auront des avantages et des inconvénients. Par exemple, quand je regarde les orques femelles, franchement, bon, les orques mâles, bon,
ça a l'air, ça a un côté, oui, bien bourrin, bien balèze, mais tu vois que la femelle, elle gère quand même plutôt bien, je trouve. Euh, c'est vrai que la règle, elle est un petit peu détournée dans l'univers de... Comment ça s'appelle du côté des orques. Je sais pas pourquoi il y a cette distinction-là pour les orques. C'est peut-être parce qu'il y a un traitement culturel qui est différent. Mais voilà. Les hommes ont des avantages, les femmes ont des avantages. Ça sera à vous de gérer. Voilà. Ensuite, il y a ça, c'est les résistances. Donc il y a les icônes. Ça, c'est la magicka. Voilà. Ça, c'est le feu. Ça, c'est le froid. Ça, c'est la foudre. Ça, c'est le poison. Et ça, c'est les maladies. Voilà. Donc, il y a là, alors pour la notion de taille, comment on gère ça? Puisqu'il y a une notion de largeur, une notion de taille. Ah ben c'est simple, c'est que vous prenez la largeur d'une personne dans la moyenne et vous la multipliez par le nombre qui est là et ça vous donnera le résultat. Par exemple, admettons, on va mettre 180, allez, et puis on voit que le nordique, je crois que le nordique c'est une des races les plus grandes, donc on va multiplier par 1,06. Voilà. Après, je sais même pas si j'ai comparé parce que j'oublie à chaque fois en anglais qu'est-ce qui est hauteur et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, par exemple, là, on voit que c'est 190. Je vais quand même regarder ça avec vous. Hein. On va apprendre aussi un petit peu à utiliser l'anglais. Donc, ok, je m'étais pas trompé, donc c'est bien la hauteur. Ce qui veut dire que le personnage fait 190,8 cm. Voilà. C'est une façon de gérer la chose qui était très pratique. Après, pour le poids, ben évidemment, pour le poids, bon, ouais. En fait, ils disent le poids, mais dans le jeu, ça voulait dire la largeur du personnage. Par exemple, les orques, je crois que les orques étaient très très larges, mais pas spécialement. Voilà, il est à 1,35 le mâle. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bien. Bon, on va continuer. Donc ensuite, on va passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on va faire exactement la même chose. On va basculer. C'est pour pouvoir renaviguer dessus. Donc, on va passer maintenant aux classes. Donc, les classes, c'est pas bien compliqué. Je peux même vous l'expliquer rapidement. Les classes vous octroient 15 points en caractéristiques secondaires et en caractéristiques principales. Ils vous en donnent 30. Vaut mieux calculer, vaut mieux choisir la classe en premier pour ensuite ajouter la valeur raciale. Il n'y a pas spécialement d'ordre pour pouvoir faire le personnage. Ça, c'est le jeu vidéo qui mettait ça comme ça, mais tu peux vraiment essayer de voir. Il convient mieux, par contre, de regarder quelle classe on est avant la race, mais en même temps, la race ayant certaines caractéristiques. Vaut mieux aussi, des fois, commencer avec la race, et puis la classe, tu essaies de l'optimiser. Ça dépend, en fait, de qu'est-ce que tu as l'intention de jouer. Ça et pas autre chose. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, vous avez des classes sur la base de données. Mais je vais vous montrer un petit truc. Il y a ce qu'on appelle les NPC Only Class. Alors, il y a des classes qui ne sont inutilisables, mais il y a des classes qui sont utilisables. Alors, moi, ce que je vous conseille avec les classes de PNJ, c'est que souvent, ils ont des bonnes bases et ils ont une fonction dans la société. Et quand quelque chose est trop axé sur Morrowind, surtout si vous jouez pas en Morrowind, mais vous jouez sur Tamriel en général, vous pouvez même inventer vos propres pools de classes avec. Mais ce que je vous conseille, c'est par contre de mettre un atout ou des atouts ou des sorts qui sont affiliés à cette fonction. Par exemple, il y a le guide, j'avais fait ça la dernière fois, mais il y avait le guide de la guilde. Il est où? Voilà, il y a le guide de la guilde. Le guide de la guilde, c'est téléporter les gens d'un poste de téléportation d'une guilde à une autre. Des fois à l'échelle la plus, un petit peu comme l'intervention MCV, c'est-à-dire le plus près possible. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le sort, ben, au pire, vous mettez vous mettez ça sur le domaine de l'intervention MCV, c'est-à-dire que vous allez affilier ce sort au mysticisme. Et du coup, ça vous transportera à la guilde des mages les plus proches. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Je m'étais... Attends, est-ce que je l'ai toujours, ce truc? Je suis même pas sûr de l'avoir enregistré. Attendez.
Oui, Elder Scrolls. Ouais, je l'avais pas gardé. Hein. Ouais, je l'avais pas gardé. Bah du coup, pour le guide de la guilde, j'avais mis un sort pour se téléporter au plus à la guilde des mages le plus proche. Puis ensuite, il apprendra un sort qui permettra de le téléporter à une guilde des mages en Tamriel. Étant donné que Tamriel a vraiment une posture dans l'univers de The Elder Scrolls où c'est refermé, c'est pas le seul continent qui existe. Donc du coup, les créatures ont tendance à rester là-dessus. Vous pouvez faire à travers le truc. Après, la question c'est est-ce que vous devez traiter, est-ce que vous devez déjà y être allé ou pas. Moi, je considère que quand quelqu'un lance ce genre de sort-là, surtout le mysticisme, il doit être responsable de ses propres actions. Ce qui veut dire que le mec, s'il lance un jet pour se téléporter à une guilde des mages et puis il dit je veux aller dans tel pays, ben, il ne connaît pas les endroits, il ira dans un des endroits au hasard. Ou s'il fait un succès critique, il arrive tout simplement à l'endroit qui lui semblait le plus intéressant, où il a le plus souvent entendu parler. Je traite ça comme ça parce que dans le mysticisme, il y a le mot mystique, et la mystique, c'est quelque chose de vraiment dense et complexe. Voilà. Bien, maintenant qu'on a fini avec ça, du coup, on va commencer à créer notre personnage. Donc moi, je vais vous expliquer comment je vais faire. Alors moi, j'ai une façon de faire les choses très très facile. En gros, je vais lancer, voilà, je vais lancer un dessin. En lançant le dessin, quand je vais le lancer, je vais faire en sorte que de 1 à 50, c'est un homme, mais au-dessus, ça sera une femme. Voilà, donc c'est parti. Donc là, par exemple, j'ai fait 15, ça sera un personnage masculin. Je fais déjà barre. Donc, maintenant que je sais que c'est un personnage masculin, on va lancer un des 10 puisqu'il y a 10 races de jouables. Alors, les gens qui connaissent les autres races qui ne sont pas jouables comme les Maormeurs, les Chimmers, même si les Chimmers sont tous évolués en elfe noir, donc pour justifier l'existence d'un Shimmer complètement à part, je pense que l'univers d'Elder Scrolls est assez dense et assez mystique pour pouvoir le permettre. Mais de préférence, jouez les 10 races. Les 10 races sont déjà des bases et soyez cohérents dans vos caractéristiques. Après, au pire, vous faites ce que vous voulez, mais je vous mets en garde là-dessus. Choisissez de préférence les 10 races. Donc, on va lancer ça. Donc, j'ai fait un 10, donc ça sera la race qui sera le plus au fond. C'est-à-dire qu'on va jouer un rouge-garde. Voilà. Donc, on va jouer un homme rouge-garde. Je sais exactement quoi faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que, attention, ça va un petit peu altérer. Voilà. Donc, ça va un peu altérer l'écran. Voilà. Juste assez pour pouvoir, en fait, noter les trucs sans avoir à regarder. Voilà. Puisque ce ne sont pas des cellules. Donc, je ne peux pas transférer ça. 40, 50, 30. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais remettre les choses à l'identique. Voilà. Et je vais remettre ça. Juste assez. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on a déjà notre personnage. Encore une fois, on ne touche pas à ça tant qu'on n'a pas choisi sa classe. Alors, les classes de PNJ, j'en ai parlé. Donc, du coup, vous pouvez leur mettre des atouts. Et normalement, quand vous avez un certain seuil de compétences, surtout magique, vous avez accès à des sorts au départ. Par exemple, quand vous avez conjuration à 15, 15 ou 20, on vous donne la dague liée. Quand vous êtes à 30 ou au-dessus, on vous donne le fantôme ancestral. Ça, c'est des choses qui vous sont présentées dans la création de personnages et dans des rubriques. Donc, je ne vais pas vous l'expliciter. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va jouer, donc du coup, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va jouer, il y aura plusieurs façons de traiter la situation. Donc,
on va prendre ça. Je vais prendre les dés qui correspondent. Bien. Alors, en quoi ça va consister? Comment je fais ça? Puisque là, je traite au hasard avec un peu de fun, hein, entre guillemets. On a 4d6. Voilà. Chacun a une couleur. Donc, le vert symbolisera une classe de furtivité, le rouge, le combat, et le bleu, c'est tout ce qui est magique. Et le blanc, ça veut dire que j'ai libre choix. Voilà. Tout en sachant que si le blanc est élevé et il a la même sorte qu'une autre valeur élevée, ben à ce moment-là, il faudra que je jette jusqu'à ce que j'ai un résultat supérieur. Bon. Donc déjà, il y a deux résultats qui ont fait des résultats, deux hauts résultats identiques et deux autres résultats qui sont bas. Donc on exclut déjà une classe de combat et le fait de pouvoir choisir. Donc ça se joue avec le 4 entre ces deux-là. Donc je vais relancer. Et ça a fait un 1 sur la classe de furtivité et un bleu sur la classe de magie. Alors c'est pas si optimisé que ça de jouer un rouge-garde lanceur de sort. Mais après tout, est-ce que forcément on va commencer avec des bons points de départ? Ben, pas toujours. Donc on va plutôt se baser sur ça. Donc on sait que notre classe de base, notre base, c'est la magie. Donc on va tout simplement utiliser les éléments en question. Voilà. Donc on a les classes. Et voilà, on va faire ça. Donc vous avez les différentes classes ici. Et plus bas, j'avais même trouvé un guide que j'ai toujours en PDF qui vous donnait les informations. Donc voilà. Donc on vous dit les trucs différents. Voilà. Combat. Alors là par exemple on a magie. Et là ça peut être intéressant de jouer un mage lame. Pourquoi? Parce que au niveau des races, quand on regarde, ils ont un bonus à la hache et un bonus à la lame longue. Cependant le mage lame, si je ne me trompe pas, ah non ça c'est le mage de bataille. Attends, oui, il y a le mage lame en quelque part ou pas? J'oublie à chaque fois si le battle mage ou... Ah voilà, le mage lame il est là. Ça s'appelle épée magique, mais c'est le mage lame. Étant donné qu'on a un personnage qui a quand même une base de force de 50, quand tu utilises une arme, tu utilises la caractéristique associée de l'arme, donc la totalité de la caractéristique associée, plus les dégâts de l'arme. Ce qui fait que ça fait une arme qui est plutôt excellente. Voilà. Ça c'est le seuil de précision qui va déterminer la compétence de l'âme longue. En aucun cas les dégâts. Donc, voilà. Donc là, on voit qu'il a de la lame longue, il a de la parade, il a de l'arme contendante. Il a pas mal d'objets finalement qui étaient, comment dire ça, qui étaient déjà sur le rouge garde. Donc on va partir sur ça. Maintenant qu'on est parti sur ça, on va rediviser l'écran en deux. Voilà, et on va faire ça. Voilà. Donc on va juste basculer sur Excel. Et on va regarder les trucs. Voilà. Donc, il y a le mage lame. Et c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... on peut mettre soit des X, soit des O. Mais à un moment, j'ai décidé de laisser tomber ça. J'ai décidé de régler ça autrement. Donc, du coup, on va prendre la parade. Parade, restauration. Donc, c'est guérison. Lame longue, destruction, altération. Donc voilà nos 5 compétences principales. Donc on va mettre vraiment tous les trucs. Voilà. Ce qui veut dire que là, on sait que c'est à 30. On le met. Voilà. Ensuite, en compétences secondaires, on a arme contendante, enchantement, alchimie, armure intermédiaire, voilà, hein, là, on est sur quelque chose de pas mal, et la hache. Je parlerai des compétences des armures par la suite. Quoi qu'il en soit, moi ce que je fais, c'est que je fais ça. Voilà. Et à ce moment-là, je mets 15.
Voilà. Bien, maintenant qu'on a fait ça, les autres compétences sont censées avoir 5 au minimum. Donc on va juste mettre 5. Puis on n'est pas emmerdé. Je ne prends pas la peine de refaire le format parce que de toute façon je sens que je ne vais pas jouer ça avant un très très long moment. Après ça me fera toujours un personnage de fait. Donc il n'y a pas de problème. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là ça. Oula. Faudra m'expliquer. Comment j'ai fait ça? Sûrement c'est le nouveau clavier. Bien. Comment? Voilà. Bien, maintenant qu'on a fait toutes ces choses-là, là maintenant on va ajouter le bonus racial. Donc on va regarder ça. Voilà. Et je reconnais le truc aux icônes. Donc athlétisme passe à 10. H passe à 20. Arme contendante passe à 20. Je crois que c'est armure lourde. Oui, c'est ça, armure lourde. Dans le doute, faut toujours vérifier. Passe à 10. La lame longue, qui est vraiment le truc qui donne le plus de dégâts, c'est 45. Commencer à 45 dans une compétence ou à 50, c'est vraiment le must. Ensuite, tu as l'armure intermédiaire qui est pris en compte aussi, puisque l'armure légère, c'est dans furtivité, en fait dans finesse, ça comme vous voulez. Donc là, on va mettre 1. Et apparemment, ils ont aussi la lame courte. Voilà. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, officiellement, on a déjà fait ce qui était efficace, utile. Bien. Donc le point fort, c'est la volonté et l'endurance. Donc du coup, respectivement, vous mettez la volonté 35 et l'endurance 55. Ce qui veut dire qu'on a quand même un gars avec beaucoup de vigueur et qui est bien fat. On est plutôt pas mal. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on monte au race et on va cliquer sur le rouge garde. Donc le dernier truc à mettre dans tout ça, c'est on va passer directement, voilà, sur les symboles de naissance. Alors les symboles de naissance, par contre, je ne vais pas les choisir au hasard. Le symbole de naissance, c'est vraiment une plus-value. Là, on n'est pas dans Skyrim, là, où c'est vraiment des trucs de fiotte. Là, c'est du concret. Par exemple, quand on te dit attaque fortifiée, voilà, quand tu vois, ça augmente les dégâts avec tes armes ou avec tes points. Attaque fortifiée, ça c'est pas mal. Donc moi pour le mage lame, le mage lame il est plutôt pas mal. Donc moi je vais mettre le symbole du guide. Donc on va déjà faire ça. Rouge garde. Voilà. Classe mage lame. Et ensuite signe astrologique, le guerrier. Bien, maintenant qu'on a fait ça, bon, on va l'appeler, allez, on va l'appeler voilà, Cadran au voilà. Je complètement au hasard, moi j'en ai rien à foutre. Donc, du coup, le personnage il est niveau 1. Je vais expliquer, j'ai expliqué la progression, mais ça sera plus concret si je vous le montrer. Donc maintenant, on a fait tout ça. Et effet actif, donc tu mets ça en quelque part comme tu veux. Moi, j'ai tendance à faire ça comme ça. Voilà. Et je mets le nez à la ligne. Donc, moi, je vais appeler ça aux forces du guerrier. Voilà. Et je mets attaque fortifiée de 10. Voilà.
Là, on est sur un gros truc. Et du coup, si vous savez pas qu'est-ce que l'attaque fortifiée, on te l'indique. Attendez. On vous indique ça avec beaucoup de précision. Ça sera à vous de vous adapter. Le truc, c'est qu'il y a vraiment des choses que tu dois adapter pour vraiment retranscrire l'expérience que tu as en vie. Mais en général, les choses sont déjà posées. Attends, bon, ben on va laisser ça tranquille. On va commencer par... on va poursuivre en attendant que voilà, la connexion se décide à faire le nécessaire. Bien. Donc, on va arriver à la partie où, normalement, une bonne partie des choses sont déjà faites. La réputation. Donc, la réputation, comment je gère ça? La réputation, je prends un des 10. Voilà. Et le dé, enfin, pas un des 10, un des 6. Excusez-moi, la fatigue. Je prends un des 6 et je lance le D6. Ça a fait 1. Donc, du coup, ça va être assez facile à déterminer. Ensuite, je prends des dés de chaque couleur. Le rouge, c'est négatif. Le vert, c'est neutre. Le bleu, c'est positif. Code couleur, facilement identifiable. Allez. Et je prends la valeur la plus haute. Le neutre a fait un 1. Le rouge a fait un 2. Et le 3 a fait un 5. C'est-à-dire que la réputation, elle est positive. Alors, ça sera à vous de définir, selon votre expérience, qu'est-ce que ça veut dire avoir 1 de réputation. Normalement, 1 de réputation dans Morrowind ou dans n'importe quel Elder Scroll sont tartine le fion dans le détail 1 de réputation. Pourtant, être à 1 de réputation peut avoir un sens, c'est-à-dire que ça peut montrer que vous avez quand même un certain fond dès le départ. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. D'ailleurs, ça là, ça sert à rien, bref. Et là, on a officiellement un personnage qui est entièrement fait. Et toujours pas, hein. Et pourtant, c'est pas Internet le problème, on dirait. Ouais, c'est pas Internet le problème. Bref, tout ceci étant dit, vous avez vu comment ça fonctionne. On va passer à la partie que je n'ai pas expliquée, c'est-à-dire les armures. Du coup, les armures, vu que c'est des compétences, ça peut pas être quelque chose d'actif. Non, c'est quelque chose de réactif. Et effectivement, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faudrait le gérer. Pour moi, comment je gère les, les caractéristiques associées? Alors, quand quelqu'un vous inflige des dégâts contendants, il a tendance à, ou vous inflige des dégâts à la fatigue. Normalement, il y a des garde-fous qui sont censés être là, comme par exemple des résistances à ces effets par rapport à des sorts ou autres. Mais par défaut, les armures vous donnent une résistance à la diminution de capacité de ce genre. Si on vous inflige des dégâts, je vous le dis déjà, si on vous inflige des dégâts contendants, les dégâts contendants vous infligent des dommages, mais ils vous infligent aussi l'équivalent de la moitié du score de dégâts que vous avez subi à votre vigueur. Sauf que si vous lancez un jet de caractère, de compétences et que vous réussissez, ou autre effet physique comme les saignements et autres, si vous réussissez votre jet, vous passez outre. Un truc que j'avais fait aussi, c'est que pour un peu équilibrer les trois valeurs des armes, parce que bon, s'il y a un truc qu'on peut, après Morrowind, s'il y a un truc qu'on peut reprocher, c'est l'absence de lance ou de certains objets. Et du coup, moi, je vais vous dire un truc. Chaque armure, je leur ai mis une fonction. Les armures lourdes vous donnent une réduction de dommages équivalent au score de compétences aux dégâts contendants. Aux dégâts tranchants, c'est l'armure intermédiaire, et l'armure légère, c'est les dégâts perçants. Alors, on pourrait me dire, oui, mais pourquoi pas tel truc par rapport à tel autre? C'est totalement arbitraire, je dois l'avouer. Moi, je me dis juste que quand tu attaques quelqu'un au coup de marteau, je pense que léger, intermédiaire, ça va pas. Alors que, voilà, et les dégâts, et les armes tranchantes, par rapport aux... Comment dire ça? Les armes tranchantes,
infligent quand même pas mal de dommages, mais les armures intermédiaires permettent de facilement encaisser de par leur valeur d'armure. Et quand la question ne se pose pas pour les armures lourdes, puisque les armures lourdes ont déjà une bonne réduction de dégâts. Et pour les dégâts perçants, c'est déjà le fait que le personnage il a une certaine allonge. Ça permet d'être un garde-fou au cas où l'esquive de quelqu'un ne fonctionne pas. L'armure légère a une fonction d'esquive. C'est pour les manœuvres d'esquive. Alors, est-ce qu'elle vous donne un bonus d'esquive? Non. Mais par contre, elle vous donnera un avantage à l'esquive et aussi vous donnera un effet contre les effets négatifs et autres. Le combat sans armure, puisqu'il existe dans ce jeu, la compétence de combat sans armure, on l'avait vu. Donc la compétence de combat sans armure, elle, c'est carrément, elle, la moitié de la somme de la valeur de compétences de combat sans armure s'ajoute à votre esquive. C'est-à-dire que si vous êtes rapide, vous ajoutez la moitié du score. Là, par contre, ça s'applique. Parce que c'est le combat sans armure et que du coup, il y a aussi une relation dans la plupart de certains jeux où en fait on te dit que plus un mage est nu, plus il résiste aux effets. Parce qu'il y a une notion de psychologie, de symbolique. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo ancienne, je crois, mais j'ai dit que j'étais plutôt contre ce principe. Mais je ne veux pas dénaturer Morrowind, donc du coup je l'ai gardé. Donc si vous devez faire un jet de résistance à l'effet, par exemple un jet de volonté aux effets magiques, vous rajoutez la moitié du score de combat sans armure. Pour l'esquive, c'est la totalité. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Et du coup, voilà. Non, je pense que c'est à peu près tout. J'ai bien expliqué les trucs. Alors, comment on fait pour monter les compétences d'armure en fonction des équipements portés? Alors, c'est un gros problème qu'il y a dans les Elder Scrolls, c'est certainement le fait où, malheureusement, hein, ah ouais, donc le shutdown c'était vraiment général, quoi. Puisque là je me dis, il n'y a pas de son. Bon bah du coup je vous... Allez, hein. Voilà. Non mais c'est les aléas de l'enregistrement. Mais j'ai mis une petite musique à la place. Souhaitant que ça vous plaise. Donc, comment on fait pour monter les équipements portés? Ben, la plupart du temps, enfin comment je faisais pour gérer ça la plupart du temps, c'est quand quelqu'un arrive à surmonter un degré de jet de sauvegarde à un niveau très très élevé. Et comment on fait pour monter d'une compétence, c'est plus ou moins le même principe. Je vais vous expliquer c'est quoi le principe. Et c'est assez perché pour un jeu de rôle, mais ça fonctionne très très bien. Donc c'est gratuit, l'idée vous est donnée. Imaginez que vous êtes en conflit lors d'une scène. Tant que la scène n'est pas finie, sauf indication contraire, par exemple une réussite critique ou une succession de réussites critiques, vous ne devez jamais donner un point de compétence en plein conflit. Vaut mieux pas. Mais par contre, s'il y a des succès critiques qui s'enchaînent, par exemple 1 ou 2 d'affilée, ça va. Et si vous considérez que par exemple vous êtes à un moment important et que le jet il était décisif, tout en sachant qu'il n'y a pas de jet de destin, les jets de destin peuvent être décisifs, mais en dehors du jet de destin pris en compte, voilà, c'est revenu. Ce qui se passe, c'est que vous devez vous dire quelle est la note que mon personnage se doit d'avoir pour pouvoir passer à l'échelle suivante. C'est-à-dire que le MJ, en gros, va vous attribuer une note. Alors, comment il fait? En fait, par exemple, je vais prendre le personnage. Je pense que je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu où je vais en venir. Voilà. Vous voyez que là, alors en parlant de sort, je vais vous dire un peu ce que je vais gagner avec ce personnage-là. Il est à 30 de destruction, il a mention incandescente. Il a 30 en altération, il a le sort de bouclier et de marche sur l'eau. Il est à guérison 30, donc il possède le sort qui est très puissant, qui s'appelle le sort soin du cœur. Très très bon. Voilà. Et alchimique, ça veut dire qu'il connaît un effet des ingrédients. Donc en gros, en alchimie, le principe c'est de mélanger des potions pour faire en fait des éléments, pour faire des potions, des poisons, et des fois tu as des potions qui ont des effets négatifs, même s'il y a plus de trucs positifs,
et des poisons qui ont quand même un effet positif. Et la capacité de quelqu'un à isoler une propriété dépendra des objets d'alchimie que vous utiliserez avec. Vous pouvez soit faire comme dans Skyrim et faire en sorte qu'il y a toujours un petit établi qui traîne dans une ville pour ne pas vous encombrer la tête, ou vous faites comme dans Morrowind, où vous considérez que votre personnage a son barda avec ces objets-là, tout en sachant qu'ils sont lourds. Moi, pour plus de prise en compte, pour plus de respectabilité de tout ce qui a été fait avec Elder Scrolls, je fais les deux. C'est-à-dire que vous pouvez chercher un établi dans la ville ou vous pouvez gérer. Mais je considère toujours que quand tu es dans un établi, comme tu es un endroit, ça dépend de si l'endroit, il y a de la concentration, si tu peux être concentré, si tu peux être tranquille, il y a la notion de promiscuité. Tu as toujours la notion de promiscuité, plus le fait que tu sois sur place et que tu es dans une position stable. Et ça donnera des bonus. Vous êtes libre d'interpréter ça comme vous voulez. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'un ingrédient peut avoir une à 4 propriétés. Vous pouvez prendre les ingrédients qui existent dans Morrowind, Oblivion et Skyrim. Ça fonctionne bien, même si pour Skyrim, c'est déjà un poil différent. Et en plus de ça, dans Oblivion aussi, il y a des effets qui apparaissent dans le mysticisme et qui apparaissent dans d'autres trucs parce qu'ils ont changé la nature. Dans le doute, basez-vous sur la database de Morrowind. Ça passera. Et du coup, vous pouvez isoler toutes les propriétés négatives et garder que les propriétés positives et ainsi de suite. C'est à ça que ça va servir. Voilà. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on voit qu'on a quand même commencé avec un personnage qui n'était pas bien engagé magiquement. Mais finalement, tu sais que tu vas gérer avec ton combat au corps à corps en sachant que tu vas infliger 50 plus les dégâts d'une arme. On est déjà très très bien avec ce personnage-là. Bien, bah du coup, on va quand même faire un tour sur les armes. Vous savez quoi? Ça serait bien, ça va être pas mal. Je vais vérifier ça rapidement. Le net commence à être instable. C'est un problème de secteur depuis un moment déjà. Donc moi je vais vous proposer ça, c'est que je vous explique comment fonctionnent les objets. Les objets ont une fourchette. Normalement les fourchettes ne peuvent pas être traitées par les jets de dés qui sont classiques, c'est-à-dire le set de 7 dés. D4, D6, D8, D10, D12, D20, D10 aux dizaines qui te permettent de faire avec le D10 aux unités un dé 100. Donc moi, comment je fais pour gérer ça? Surtout si vous avez plein de dés, plus vous avez de dés, plus ça va être facile pour vous. Par exemple, imaginez votre personnage possède vous voyez que l'objet dit de 11 à 17. Ben, à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous pouvez dire que votre personnage fait un des 10 plus un des 6 plus la caractéristique associée, puisque chaque compétence a une caractéristique associée, plus, voilà, vous faites un des 10 plus un des 6, et puis après, si vous voulez mettre un des 1, ok, c'est vous qui gérez. C'est vraiment pas mal pour gérer l'essentiel des trucs. Donc voilà, c'est très facile. Ensuite, comment on fait pour déterminer combien de dégâts fait un arc ou un projectile? Les projectiles, c'est comme les armes de contact, donc ça va. Mais par contre, quand il s'agit d'arc ou d'arbalète, les flèches ont des fois des natures, c'est-à-dire est-ce qu'elles touchent les créatures magiques, spectrales ou dédriques. Il y a des flèches qui sont moins puissantes, il y a des flèches qui sont plus puissantes, il y a des carreaux plus puissants, moins puissants. Et du coup, en fait, vous ajoutez juste la valeur de préférence, la valeur la plus haute de la flèche. Voilà. C'est comme ça qu'on gère. Bien, maintenant qu'on a fait ça, alors au début, au niveau 1, vous ne gagnez pas d'atout. J'ai préféré faire comme ça parce que il faut, même si votre personnage joue une classe héroïque, comme j'ai l'habitude de dire, votre personnage, il a quand même, on va dire qu'il débute. Mais du coup, oui, mais si je veux faire un personnage qui est déjà avancé, qui a déjà une histoire et qui est déjà dans une campagne avancée, alors déterminer la difficulté d'une campagne, dans ce système-là, il est très très compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer au niveau 1 et de poursuivre. Mais, un truc que je fais, c'est que
Au maximum, je mets les personnages au niveau 5. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup, comment on fait pour passer du niveau 1 au niveau 2? On va le faire ensemble. Ça sera probablement le dernier truc que je vous expliquerai. Donc, en fait, il faut que vous ayez un système d'avancée à la progression. Il y a un truc qui s'appelle les points de synergie, je vous l'expliquerai. J'ai laissé ça volontairement de côté. Donc, en gros, il faut que la somme des gains octroyés par les caractéristiques arrive à 25 ou au-dessus. Et ensuite, au détour d'une scène où vous êtes vraiment tranquille, votre personnage peut monter de niveau, ou le MJ peut décider de monter de niveau à la fin de la partie ou au début de la partie. En fait, c'est à lui de décider, mais c'est des fois intéressant de retarder sa montée de niveau parce que la synergie n'est pas bonne. On va vous montrer, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, admettons, vous avez des caractéristiques. On va prendre un truc qui est bien casse-gueule. Donc, la force, je vais la monter de 2 points. Oui, c'est ça. La force, je vais la monter de 2 points. Il est à 22, donc ça veut dire que il y a 4 points. Et à ce moment-là, tu mets la caractéristique associée. Voilà. Mais là, c'est la progression. Voilà, c'est progression. Là, vous voyez que là, c'est la sienne. Voilà, là. Et là, tu mets la carac associée. Voilà. Donc, tu peux gérer ça comme tu veux. Mais par exemple, je peux gérer ça comme ça. Si énergie, bah, c'est 1. Attends. Ah oui, c'est monté de niveau, donc c'est bien ça. Donc voilà. Voilà. Donc là, j'ai monté la hache de 2 points. Donc on sait que j'ai monté dans la progression de 2 points. J'ai eu 1 point de synergie et la point de synergie il est en force. Maintenant, la volonté, enfin pas la volonté, la guérison est attachée à la volonté. Donc, voilà. Vous avez la synergie. La synergie, elle va dépendre du score que tu vas monter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que le personnage, c'est un gros bourrin. Il a farmé la guérison en utilisant des sortes de résistance au feu, résistance aux maladies. La guérison, ça s'appelle la guérison, la restauration, mais c'est tellement une magie sous-estimée et tellement puissante qu'on écoute juste ce que ça représente. Mais dans les faits, quand tu connais le truc dans le détail, oh mon dieu, c'est juste monstrueux. Donc guérison, il est à 35. C'est-à-dire que je fais 3, 3, 3, 3, 3. Point de synergie 1. Et voilà. Du coup, je fais ça. Et du coup, je fais ça. Et à ce moment-là, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux décider, voilà, de progression est égale à la somme. Voilà. Et vous prenez, on va prendre jusque là parce que je pense que ça suffira. Donc là, on est à 19. Je sais pas du tout qu'est-ce qui fait ce truc-là, mais voilà, ça casse les couilles. Bien, maintenant, on va faire un truc, c'est qu'on va aller chercher le parcours d'un personnage, surtout s'il voyage seul, parce que les scénarios solo, c'est très intéressant des fois de jouer des scénarios solo de temps en temps avec ce jeu, ou en petit comité. Donc par exemple, tu peux te dire que tu as dû faire preuve de discrétion à certains moments. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter. En fait, à chaque montée, ça te met 1 de synergie. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, admettons ce mage lame, et que du coup, on voit que par exemple, pour gérer une situation qui est beaucoup trop protocolaire, il a décidé de passer à une étape au-dessus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Voilà, je vais mettre 10 points. Non, je n'ai pas obligé de mettre 10. Donc c'est 5 points par truc. Je fais ça. Je fais ça. Et du coup, j'ai mis 5 points par truc. Donc là, on est à
5 montées, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, là, on est... Voilà. Donc là, on est à 29. On monte la synergie. La synergie est toujours de 1. Et ensuite, il faut savoir c'est quoi la compétence associée. Ben voilà. Hein, il était plus que temps. Hein. Donc c'est dans skill. C'est dans skill. On va chercher un truc. Voilà. Sécurité et discrétion. Je crois que c'est à peu près le même truc, la même compétence, mais je suis pas, la même caractéristique, mais je suis pas sûr. Ah, voilà. C'est... Ah d'accord, sécurité, c'est intelligence. Je savais pas. Ah non, je sais pas du tout ce que je pensais. Ok. Donc c'est agilité et discrétion. Ok. Bah, du coup, on fait ça. Agilité. De toute façon, ça va me permettre de voir le calcul. Si j'ai pas fait d'erreur là-dessus. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et intelligence. Voilà. Ce qui veut dire que là, par exemple, il est clair qu'on n'est pas à 25, on est à 29. Par contre, le gars, il peut très bien avoir accumulé des points et ne pas être monté de niveau. Donc du coup, là, sa progression est à 25. Donc tu dois considérer qu'il est monté de niveau. Ce qu'on va faire, c'est que comme il est à 29, je vais déjà reporter sa progression. C'est juste que la synergie va s'effacer. Toute cette synergie-là est effacée. Elle ne s'efface pas à partir, elle ne se bloque pas à partir du moment où tu as 25 de progression. C'est quand tu décides de monter de niveau que tu décides de l'appliquer. Des fois, dans certaines situations, pour voir des gains de caractéristiques rapidement, ça peut être tentant de retarder sa montée de niveau ou des fois d'augmenter la rapidité pour pouvoir gérer les caractéristiques. De toutes les façons, si vos personnages se font capturer de quelque manière que ce soit, ils sont emprisonnés sur le moment, les compétences descendent. Par contre, votre progression, elle ne descend jamais. Hein. Ça ne descendra jamais. Mais vos compétences descendent. Ce qui fait que, du coup, arriver au seuil maximum qui est 100 dans une compétence, ben, c'est assez compliqué. Alors que le maximum dans des caractéristiques, ben, en fait, c'est autant que tu progresses. Là, théoriquement, c'est 255. Mais voilà. On va se charger de ce dernier point là que j'avais oublié justement. Donc niveau synergie, on a 2 en force, c'est-à-dire que je dois choisir 3 caractéristiques plus leur multiplicateur. Donc je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, je suis pas complètement idiot. Il y a de l'alchimie, il y a de l'enchantement chez mon personnage, donc l'intelligence est salutaire. Donc comme il y a 5 synergies, vous mettez une valeur, 5 points en intelligence, vous passez à 35. Ensuite, on va prendre le second, qui est en toute logique l'agilité. L'agilité permet d'augmenter l'agilité détermine les dégâts des armes de lancer et des arcs, puisque c'est la compétence précision qui est globalisée. Ça sera aux atouts que vous allez inventer de mettre vraiment de véritables différences avec. Par exemple, si vous considérez que vous avez des hachettes, vous pouvez dire que vous créez un atout. Les hachettes peuvent par exemple ne pas donner de bonus de seuil, mais par contre vous permettrez par contre de pouvoir, je sais pas moi, mais de pouvoir faire plus de dégâts. Par exemple, moi ce que je faisais, c'est que la progression des armes, c'était par palier d'atout, c'est de 5% de bonus au seuil et 5% de dégâts. Donc c'était assez utile. Mais par exemple, si vous avez une hache de lancer, vous pouvez mettre une spécialité du genre, au lieu d'avoir 5 de précision, 5 de dégâts, vous mettez 10 de dégâts. Et puis par exemple, comme compétence ultime, en fait comme atout ultime de la hache de lancer, vous pouvez dire, votre compétence de hache s'additionne à la valeur de dégâts. Ce genre de choses-là. C'est des petites subtilités que je vous montre. Mais il y a un truc que j'étais censé vous montrer, mais on va essayer de faire vite, puisqu'il y a l'agilité. Donc l'agilité, est-ce que c'est utile dans les choses qu'on a là?
Pas des masses, mais par contre, on est dans une situation compliquée. C'est fait exprès, j'ai créé la situation exprès. Donc, comme on est dans une situation compliquée, on va quand même monter l'agilité à 5 parce qu'on a déjà maximisé le truc au moment de la montée de niveau. Ça serait bête de laisser mourir ces caractéristiques-là. Et ensuite, il y a la dernière, c'est la volonté. Donc, la volonté était montée 5 fois. Donc, ce qui va se passer, c'est que la volonté... Attendez, j'ai pas déjà monté la volonté? Ça va être facile de voir ça. Ah, ok, d'accord. Donc, non, ah bah, du coup, il passe à 40, puisque j'ai monté les différents marqueurs. Donc, ça veut dire que là, officiellement, le personnage, il est niveau 2. Par contre, dès que vous montez de niveau, toute la synergie accumulée là, elle disparaît. Ce qui veut dire que vous avez 4 d'avancée à la progression, mais ces 4 d'avancée là, pour que finalement elle vous donne des points de synergie, ça va être soit compliqué, soit en récompense de certaines quêtes, de certains hauts faits, au lieu de demander par exemple un atout, tu peux décider de demander à un changement de certaines synergies de progression pour pouvoir se tourner vers ce que tu veux pour optimiser. Ça, c'est un choix. Mais pour la résolution, c'est le dernier point de détail et ensuite on a fini, c'est comment on gère. Alors, si le maximum est à 100 dans une compétence et les compétences d'atout, donc on voit bien que s'il y a des compétences et des atouts qui te donnent des bonus, le maximum ne peut pas être 100. Si tu montes talent en lame à 100 et que tu as un atout au plus bas, comme moi par exemple l'atout lame longue, bah, je l'ai mis 5 de dégâts, 5 de précision, ça veut dire que tu es à 105. Comment ça se représente? Comment ça se manifeste? Alors j'ai parlé de succès critique et j'ai pas parlé de succès. J'ai parlé de succès critique mais pas d'échec critique. Le succès critique c'est pas compliqué. De 1 à 5 c'est un succès critique. De 96 à 100 c'est un échec critique. Quand vous êtes à 95, la différence au-dessus de 95, quand vous êtes le personnage actif et que vous êtes opposé à quelqu'un, ben, en fait vous soumettez le malus équivalent à cette différence. Et quand vous êtes réactif et que vous avez besoin de, comment dire ça, vous avez un score de caractéristiques si possible la plupart du temps. C'est difficile de monter à 100. Si vous remarquez comment ça progresse, c'est très difficile de monter à 100. Mais si dans le cas où vous montez à 100, vous sentez que c'est compliqué, quand vous, le réactif, même après le calcul, vous vous retrouvez en excédent au-dessus de 95, cette différence, vous pouvez l'enlever et à la place, ce que vous faites, c'est que non seulement vous réussissez, mais l'excédent de points que vous allez mettre, vous les mettez au-dessus des réussites critiques et ça vous permettra de faire une action avec beaucoup plus de latitude. Par exemple, imaginez, on vous tire dessus avec un tir à l'arc, la flèche va dans votre direction, vous poussez le bouclier, votre compétence est plus élevée que le malus qui pourrait vous donner, ou encore votre bonus de caractéristiques pour pouvoir défendre. Le bouclier, c'est endurance, si je ne me trompe pas. Il part le truc, et ce que tu peux faire pendant que tu pars, c'est que tu peux dire, si c'est 1 à 5, la différence, on va dire qu'il y a une différence de 12. Voilà, eh bien, regardez, ça a fait 14, ça fait un résultat bas. Voilà, donc du coup ça a réussi, donc tu peux dire, je fais la parade avec le bouclier, et quand la flèche finit par toucher le bouclier, et si en fonction du type de bouclier, léger, intermédiaire ou lourd, tu peux mettre l'effet que tu veux, que ça amortit, que ça repousse, que ça dévie, que la flèche se brise. Ah ben tu dis que à proximité j'ai vu qu'il y avait un couvert, ça te permet de traverser la distance du couvert. Donc de combien vous vous déplacez lorsque vous êtes en conflit, ça c'est dépendant de votre compétence d'athlétisme. En fait, vous prenez votre compétence d'athlétisme et vous la multipliez. C'était quoi déjà le calcul? Je vais regarder pour vous dernière fois, parce que c'est autant expliquer ça.
puisque un tour, ça sera approximativement quelques secondes, 5 à 10 secondes. Vous multipliez par 0,5 et ça vous dit de combien vous dépassez en un tour. Ce qui veut dire que si vous avez déjà bougé dans votre tour, ça vous permettra de couvrir la distance. Ou bien par exemple, si vous vous sentez Captain America, vous pouvez dire oui, j'ai lancé l'action et ça te permet de lancer pour la moitié de ta compétence de parade vu que c'est un bouclier, de lancer ton bouclier. Voilà. C'est des trucs tout bêtes. Il y a des moyens d'être héroïque qui ne sont pas expliqués, mais quand tu regardes les atouts, quand tu regardes les caractéristiques, quand tu regardes les compétences, il y a moyen de faire quelque chose de grandiose, tout en restant dans un cadre assez efficace. L'acrobatie, là, c'est un petit peu plus compliqué, je crois. Non, c'est... Ouais, l'acrobatie, c'est vachement plus compliqué. Effectivement. Comment je faisais ça déjà? C'était... Attendez, je regarde pour l'acrobatie, comment je gérais ça. Ouais, d'habitude, dans mes jeux, j'avais une façon de la gérer bien spécifique. Oui, la valeur d'un saut, c'est l'endurance plus la force. Et évidemment, moins l'encombrement que vous avez si vous avez un encombrement au-dessus de votre valeur maximale. C'est vraiment pour éviter que le jeu soit trop pénible que quand vous avez de l'encombrement, quel qu'il soit, si vous n'êtes pas au-dessus du seuil maximum, ça ne vous fait rien. Voilà, comme ça, c'est plus plaisant à jouer. Et donc, du coup, vous mettez la valeur et ça vous dit de combien de centimètres vous sautez. Voilà, par exemple, dans le cas de ce personnage-là que j'ai inventé, là, le personnage, il fait un bond de 1,5 m. Voilà. Et comme ça peut pas forcément faire des folies, étant donné que la progression est lente, un personnage qui peut faire des bonds gigantesques dans Elder Scrolls, je pense que c'est quelque chose qui se voit. Et pour la gestion aussi comment dire ça, des sorts tels que le saut de crapaud, puisqu'on va parler des sorts rapidement, les sorts de crapaud, ben à ce moment-là, vous pouvez faire en sorte que vous additionnez la force de votre saut à celle du truc en question. Ensuite, la magnitude est souvent de 1 à 100 pour les sorts, donc ça va être assez facile à gérer. Comment calculer un sort? Quand vous devez voir le coup en magie, vous devez compter la magnitude de l'effet. Si il est d'une valeur stable, vous mettez la valeur stable. Si c'est une fourchette, vous devez en fait prendre la moyenne de cette fourchette. Et ensuite, isoler, entre parenthèses, vous prenez la valeur du temps en secondes de durée multiplié par 3. Et l'aire d'effet, bah, c'est plus l'aire d'effet, donc je crois que c'était en pied. Donc ça sera à vous de gérer si vous le mettez en centimètres ou en pied. Mais, et ensuite vous le multipliez par 3. Et ensuite il y a aussi un petit bonus, c'est que si le sort c'est sur vous, vous enlevez 5. Si c'est au contact, vous rajoutez 3. Si c'est à distance, activez ça sur quelqu'un à distance, ben à ce moment-là, vous rajoutez 10 au... C'est 10? Oui, je crois que c'est ça, c'est vous rajoutez 10 pour le truc à distance. Voilà. Reprenez le calcul en arrière, je l'ai bien expliqué du premier coup. Et voilà, vous pouvez enfin jouer à Elder Scrolls. Je ne vous ai pas aidé pour les atouts, je pense que vous pouvez vous débrouiller. Moi, le conseil que j'ai à donner sur les atouts, c'est faites progresser les atouts par tranche de 5 à 10 dans une donnée. Par exemple, moi, pour les atouts des armes, comme par exemple les trucs qu'on voyait dans Skyrim, on te dit oui, les trucs sont plus efficaces de combien de pourcents. Franchement, laissez tomber les pourcentages. Dites que par exemple, la valeur la plus basse, c'est 5 de précision, 5 de force. Ou bien, par exemple, tu peux dire que
Tu peux créer une espèce de nouvelle branche, tu fais ce que tu veux. Tu fais une nouvelle branche où tu te dis, tu t'es dédié à la précision, et une fois que tu as choisi ce premier truc-là, tu ne peux pas prendre ni celui qui est au milieu, ni celui qui est à côté. Par exemple, pour le cas de la hache de lancer dont on avait parlé, si tu as décidé de mettre plus de dégâts sans prendre en compte la précision, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre des atouts rattachés au seuil de réussite, donc à la précision. Mais par contre, si tu peux aussi très bien mettre 10% de plus pour pouvoir justement être plus précis, ou 5 pour progresser jusqu'au temps que tu le souhaites. Même si je pense que bon, le maximum qu'il faudrait monter, c'est que tu le montes 10 fois. Donc c'est-à-dire au maximum, ça te donnera 50. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi choisir la précision plutôt que la précision plutôt que les dégâts, moi je vais vous l'expliquer. Comme c'est difficile de monter à 100 en réaction, donc les caractéristiques qui te servent à réagir, puisque c'est les caractéristiques qui te servent à réagir, la seule exception étant la parade en matière de compétences, ou le combat, ou dans certaines... non, le combat sans armure, c'est une valeur ajoutée, donc c'est bien ça. Donc c'est la parade. Ben, comme tu sais que c'est difficile d'atteindre 100 au vu de la progression, imposer un malus à l'adversaire, c'est chiant. C'est très très chiant. Parce que peut-être que ça peut être un de ses points forts, mais entaché, par exemple, imaginez à 75, et puis vous lui mettez un excédent de 15 dans la gueule, après 95 points de seuil de précision. Un malus de 15, il est plus serein. Hein. Il est obligé de réfléchir à ses réactions avec une certaine efficacité. Ah oui, aussi, évidemment, on peut encaisser les sorts en concentrant la volonté, évidemment. Par contre, si les sorts ont un side effect, le jet de sauvegarde, la valeur qu'il est censé faire, donc le jet de volonté, s'il a échoué à ce truc-là en ayant encaissé et qu'il a échoué, bon, forcément, il va prendre la moitié, il va prendre l'équivalent des dégâts moins la moitié de la volonté, mais par contre, il devra faire le jet de sauvegarde pour de potentiels side effects. À ce moment-là, vous lui enlevez la moitié de sa valeur de volonté pour son jet. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à expliquer. Meilleure version, ça fait 4 fois que je l'essaie. Donc, j'espère que ça vous a plu, puisque c'est une vidéo de longue date que j'avais prévue. Mais voilà, c'était à une époque où j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais proposé ça. Là, maintenant, c'est proposé, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions pour que je vous aide un petit peu à vous faire un truc, il n'y a pas de souci, puisque forcément, qui dit que je vous ai donné la database dit que je l'ai poncé ou je l'ai exploré suffisamment pour pouvoir en tirer le meilleur. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager pour les gens qui seraient intéressés d'utiliser ce truc-là. Mais je vais quand même mettre deux choses. Alors bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas les classiques YouTubiens que je vais vous dire. Je vais vous dire plusieurs choses. Si vous aimez ce JDR ou cette proposition et que vous avez les jeux, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas les jeux, c'est-à-dire ni Morrowind, ni Oblivion, ni Skyrim, je ne demande pas de les acheter tous, mais achetez-en un pour respecter un petit peu, même si c'est une adaptation, le travail de base de l'auteur, parce que le pitch de base est déjà très très bon. Je considère que c'est très important. Moi j'ai Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion, plus récemment Oblivion avec toutes les extensions, j'ai toujours joué Vanilla, Skyrim spéciale édition, il y a tellement de versions de Skyrim que voilà. Si vous avez acheté Skyrim une fois, oubliez ce que je viens de dire. Skyrim, on vous a tellement revendu ça à toutes les sauces, je comprendrai. Et j'ai évidemment Teso. Mais vraiment, si ça vous a plu, respectez l'univers qui a fait Bethesda et montrez ça en partageant. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Mais j'ai pas parlé du pourquoi j'étais motivé à faire cette vidéo alors que normalement j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse. Ben, on va faire ça avec la grande conclusion. Pourquoi j'ai décidé de poster ça? Alors, il y a quelques années de ça, 1 ou 2 ans, il y avait des gens de ZeniMax Online, c'est-à-dire ceux qui exploitent et gèrent Elder Scrolls Online. Ils étaient censés faire un live pour faire un JDR The Elder Scrolls. Alors, le mec qui était censé se charger de ça, il a fait une véritable fraude et une véritable plagiat. C'est-à-dire qu'il a utilisé des 5. Bon, s'il a respecté l'Open Game License, l'Open Game License a quand même
des éléments qui sont assez importants. Et si c'était seulement pour un live, le truc c'était que c'est pas explicitement dit que c'était du D&D. Je sais pas s'il y a une clause médiatique par rapport à l'Open Game License, mais c'était du D&D 5. Et qu'est-ce que le mec il a fait? C'est qu'il a aussi plagié le scénario existant de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as un joli univers comme Elder Scrolls. Tu as des dieux anciens qui n'interviennent pas de façon directe et des dieux qui sont pas anciens et qui sont c'est un peu comme si c'était c'est un peu l'inspiration, c'est ça, c'est un peu comme les dieux de la mythologie hindoue, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'inspiration de la mythologie indie là-dedans, et aussi la mythologie grecque. T'es en train de me dire que dans un univers où il y a une notion de magie, la construction, la diégèse du monde est pas parfaite, mais elle est assez profonde. Elle est puissante, tu peux raconter des tas de choses, tu peux même raconter des choses qui ont déjà été racontées, mais par le prisme de cet univers-là, même si tu n'as accès qu'à un continent, tu as accès à des possibilités énormes, et tu plagies un scénario de D&D 5 de quelqu'un. Attention, je minimise pas le fait que le travail était fait, c'est justement parce que le travail était bien fait et que quelqu'un s'est donné la peine, tu plagies le scénario de quelqu'un. Et le pire, c'est que Morrowind était une tentative de faire du JDR et que tu pouvais l'adapter. Je peux pas en vouloir à la personne de ne pas y avoir pensé, mais par contre, je peux lui en vouloir de ne pas vouloir représenter Elder Scrolls comme il se doit. S'il y a vraiment un JDR Elder Scrolls un jour, ça serait cool que ça prenne une bonne base de données comme celle que j'ai vue. Mais ce que j'ai voulu aussi vous montrer à la fin, c'est que c'est très intéressant que d'explorer un univers que l'on connaît en jeu vidéo, en jeu de rôle. On a, en fait, même si nos personnages sont morts assez vite, parce que ça c'est un défaut du jeu, en défaut du jeu, s'il y a bien un truc à dire, c'est que tu es très mortel. C'est Warhammer V1 le truc. Tu sais que tu peux mourir vite, tu sais que tu as des situations qui sont compliquées, et tu seras souvent désabusé, tu seras déconfit dans les premiers niveaux, quand tu vois que tu avais 40 flèches dans ton carquois, puisque moi j'ai décidé de mettre des notions de carquois aussi là-dessus, tu as 40 flèches dans ton carquois, et que tu as raté 10 flèches d'affilée, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais en tout cas, c'est une bonne aventure. Alors, la question du oui, mais comment se déroule un round? Je l'ai dit, c'est entre 5 et 10 secondes. Combien d'actions auxquelles on a droit normalement? Une action de déplacement et une action d'attaque. Mais je crois que par la suite, j'avais décidé de mettre 3 actions d'attaque et une action de déplacement, où tu peux renoncer à une action d'attaque ou d'action, entre guillemets, pas de mouvement mais d'action. Et tu pouvais la convertir en mouvement équivalent au mouvement que tu as. Voilà. Donc c'est ce que je vous conseille. C'est vous prenez par défaut la meilleure. Si vraiment vous voulez pas être frustré, vous prenez le modèle de vous avez droit à un mouvement plein. Si vous allez au-delà de votre mouvement, c'est-à-dire le double, forcément ça va vous coûter 2. Donc c'est un mouvement et 3 actions. Et vous pouvez transformer le nombre d'actions, le nombre de mouvements. Il y a des moments où un instant T, c'est plus intéressant de se déplacer et de ne pas agir. Où il y a des moments où il vaut mieux faire qu'agir. Ça permet vraiment d'exploiter le caractère, tous les caractères des personnages, c'est-à-dire le caractère des magiciens, le caractère des guerriers, le caractère des furtifs, qui permet aussi d'avoir une alchimie dans les combats de groupe et les batailles rangées. Ensuite, si vous avez peur si vous avez du mal à créer vos personnages, basez-vous sur les databases, prenez les scores de base. Si vous voulez créer un Pecno basique, vous mettez les compétences de base et puis vous dites c'est un paysan et puis voilà. Si vous voulez faire un combattant, vous essayez d'échafauder un guerrier. Si vous voulez faire un personnage avancé, il faut le faire manuellement. Mais il faut que vos caractéristiques soient plutôt bonnes. Et la database des créatures montre déjà un peu comment ça fonctionne. Les créatures n'ont pas de compétences, par exemple. Ces gens, ils ont une attaque. L'attaque est rattachée à leurs caractéristiques attachées. Si par exemple le rat il a la morsure, c'est la caractéristique de force. Si tu vois que, je sais pas moi, tu as une espèce de méduse volante comme les Netch qui peuvent balancer en fait de l'électricité ou du poison, vous pouvez décider que c'est soit la volonté, soit l'agilité.
ou bien s'il y a par exemple une espèce de hérisson, j'invente des trucs, s'il y a une espèce de hérisson qui balance des dards, vous décidez que comme les trucs à distance c'est l'agilité, vous mettez c'est l'agilité. J'essaie vraiment de vous donner plus d'informations avant de finir avec ça. Mais je pense qu'on en a fini. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. De l'autre côté de l'écran, il y a pas mal de choses j'ai pas mal de choses en tête. Il faut juste que je les concrétise. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.